Bon, merci pour l'invitation. Et je vous propose une réflexion sur le concept de patrie dans la pensée de saint Thomas et une conclusion ou des réflexions encore sur la relation entre la patrie, la vraie patrie et le mondialisme, l'idéologie et la pratique aussi du mondialisme. Je vais aborder 4 points. Premier, l'analogie de la patrie. La patrie est un concept analogique. Et nous verrons pourquoi dans la pensée de saint Thomas. Deuxièmement, patrie et pietas, la vertu de la pietas. C'est latin, c'est un terme intraduisable de certaine façon. Troisièmement, je dirais debitum patriae, ou bien debita erga patriam, ou bien les devoirs envers la patrie, les devoirs pour la patrie. Quatrièmement, patrie et auctoritas. Je ne dis pas pouvoir et je ne dis pas État. Et je l'ai fait exprès. Donc, patrie et auctoritas. Premier point. Dans un texte emblématique de saint Thomas, le prologue du commentaire de saint Thomas à la lettre aux Éphésiens, saint Thomas, dans le même texte, emploie explicitement le mot de patrie selon 2 significations différentes, mais connexes. La patrie est la patrie céleste, la patrie éternelle, la patrie surnaturelle, la patrie du ciel, et la patrie est aussi la patrie terrestre, la patrie temporelle, la patrie naturelle. Donc, dans les écrits de saint Thomas, parce que si nous voulons apprendre de saint Thomas, de la pensée de saint Thomas, nous devons lire saint Thomas. Et préférablement, nous devons le lire en latin. Parce que le latin est beaucoup plus clair des traductions dans les langues modernes. Donc, il y a dans les écrits de saint Thomas de significations analogues de patrie. Et la signification, nous pouvons dire, théologique, est prédominante, mais est aussi clairement présente la référence à la patrie terrestre. Pour saint Thomas, comme chacun sait, l'homme est in via ou bien in patria, est viator ou bien est comprehensor, est in statu viae ou bien est in statu patriae, c'est-à-dire qu'il est dans ce monde d'ici-bas, ou bien qui est, s'il va à conquérir la fin dernière, il est dans la patrie céleste. Donc, nous pouvons d'abord déjà voir qu'il y a une signification analogue du terme, du mot, du concept de patrie. On peut dire qu'il s'agit d'une analogie
d'attribution intrinsèque, qui, comme chaque analogie d'attribution intrinsèque, a un caractère vertical. Donc, l'analogatum princeps est la patrie éternelle, qui est le modèle, le principe de chaque patrie. Et la patrie terrestre participe d'une participation, c'est-à-dire métaphysique, ça c'est clair, de la patrie terrestre, de la patrie céleste. Donc, si nous voyons la chose dans la perspective de la via inveniendi, donc la patrie plus proche est la patrie terrestre qui est comme une image prochaine de la patrie céleste. Quod nos, comme on dirait dans le latin de saint Thomas. Et si nous voyons la chose dans la perspective de la via inveniendi, nous devons commencer de la patrie éternelle. La patrie éternelle est le fondement et la mesure quod c'est de en soi-même de la patrie terrestre. C'est clair que la primauté ontologique et axiologique, c'est-à-dire morale, est de la patrie éternelle, de la patrie surnaturelle. La patrie éternelle, surnaturelle, précède clairement chaque patrie terrestre. Nous allons voir qu'est-ce que dit saint Thomas sur la patrie céleste et sur la patrie terrestre. Qu'est-ce que la patrie céleste? Qu'est-ce que la patrie éternelle? Est l'union avec Dieu et la vision béatifique et la condition des saints et la fin dernière obtenue. Saint Thomas a, dans tous ses ouvrages, et particulièrement dans les deux psaumes et dans le commentaire à Pierre Lombard, a des expressions très claires, très expressives. Donc, pour parler de la patrie céleste, il dit qu'il s'agit de Dei contemplatio immediate per suam essentia. Il dit qu'il s'agit de la fruitio Dei, de la fruitio Dei. Qu'il s'agit d'une félicité parfaite. In patria felicitas est perfectio actualis. La félicité est parfaite dans la patrie céleste. Et dans la patrie céleste aussi, il y a une pleine quietatio in Deum, une pleine tranquillité dans la contemplation, dans la vision et dans l'amour de Dieu. Et ça c'est clair que dans la patrie céleste, Dieu est pleinement et plus pleinement connu, et c'est pour ça que serait plus pleinement aimé. In patria, les saints, dans la patrie céleste, ça c'est clair, totaliter diligunt et totaliter vident, quia vident et diligunt totum quod Deus est. Ils vont avoir et à aimer tout en Dieu, parce qu'ils vont contempler Dieu pour ce qu'il est. Saint Thomas réfléchit beaucoup, surtout à propos des vertus, sur ce qui restera des vertus que nous avons ici-bas dans la patrie céleste. Ce qui restera
par exemple, de l'exercice des vertus, ce qui restera, par exemple, de la mémoire. Donc, bref, il dit que resteront les actes des vertus, mais secundum actus consummatus in fine. C'est-à-dire que les actes auront obtenu pleinement sa fin, qui est clairement Dieu. Et la patrie terrestre, qu'est-ce que c'est la patrie terrestre? Bon, la patrie terrestre indique une extension organique, homogène de la famille. Saint Thomas emploie des termes pour indiquer ça qui sont très indicatifs. Il parle de consanguinei, propinquiores, les proches, et sui. Donc, la patrie est l'extension organique, homogène de la famille, et est aussi le lieu d'origine personnelle et familiale qui peut comprendre aussi plusieurs de villes et aussi plusieurs de régions. Donc, la patrie n'est pas un problème de géographie, c'est un problème, nous pouvons dire, moral et politique. Et politique dans la signification classique, ça c'est clair. Donc, la patrie terrestre est la réalisation et l'extension de la paternité. Nous pouvons dire ubi pater, ibi patria. Il n'y a pas de patrie sans le père. C'est le père, le fondement de la patrie, la paternité en soi-même. Donc, la patrie est quelque chose qui est dans la sagesse de Dieu, qui est naturel, qui appartient à l'ordre naturel et qui a été élevé à l'ordre surnaturel dans l'Église et dans le ciel. Donc, la patrie se va à concréter avant tout dans la patrie terrestre, dans une communion de naissance, dans une communauté de sol, dans une continuité des générations, des vivants et des morts. Bien, c'est clair que la patrie est avant tout la petite patrie. On pourrait dire le village, la petite patrie, qui est la plus proche et la plus proche de la famille aussi. Mais la patrie, elle s'extend analogiquement aussi à des formations sociales qui sont ultérieures respect à la famille. Donc, la patrie s'étend à partir de la petite patrie aux communautés formées par diverses communautés locaux homogènes, avec des liens culturels et civils. Le fondement de la patrie, le fondement est le père, et nous retournerons sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui rend possible la patrie? C'est la socialité qui est aux racines de la patrie. Nous pouvons dire qu'il y a une double ou une triple socialité. Il y a la socialité naturelle dans la signification métaphysique, ça c'est clair, classique, ontologique. Et puis il y a la socialité surnaturelle, élevée, et il y a la socialité dans la civitas Dei, qui est dans le ciel.
Donc, l'essentiel, socialité naturelle, reste, mais elle est élevée surnaturellement et c'est pour ça qu'elle est perfectionnée. Saint Thomas parle d'une vita civitatis terrene, d'une vie de la cité terrestre et d'une vita civitatis Dei, d'une vie de la civitas Dei. La patrie céleste, dans cette perspective de la socialité éternelle, nous pouvons dire, et la patrie céleste est donc civitas sanctorum, est la cité des saints. Et l'homme est au même temps, l'homme qui est civis terrene civitatis, il doit devenir aussi particeps civitatis celestis. Donc, la patrie comme concept analogue, la patrie céleste, la patrie terrestre. Revenons sur la signification analogique de la patrie. Nous nous demandons quelle est la ratio de l'analogie entre la patrie céleste et la patrie terrestre. J'ai dit avant on peut dire que la patrie surnaturelle, la patrie céleste, est analogatum princeps et que la patrie terrestre est participatio, dans le sens métaphysique, creata. L'ubi consistem, la ratio analogica, le fondement est la paternité de Dieu Père et des pères terrestres. La substance est dans le bonum commune patriae, c'est-à-dire dans le bien commun de la patrie terrestre et céleste. Et le lien est un lien qui est dans l'ordre moral et surnaturel. Je dirais debitum justitiae et dilectionis, le devoir de justice et d'amour envers la patrie, envers Dieu Père, envers les pères. Donc, la patrie céleste, nous avons dit, est le modèle. Et on peut continuer avec l'analogie, comme dans la patrie céleste, voluntas nostra in patria erit omnino conformis voluntati Dei, notre volonté sera dans la patrie, dans le ciel, totalement conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, dans la patrie terrestre, notre volonté, la volonté des fils, des descendants, doit être pleinement conforme à celle des parents, des ancêtres, c'est-à-dire pleinement conforme à la tradition. Quand nous disons patrie, nous disons tradition. La tradition est ce que va à continuer, nous pouvons dire la patrie, dans le temps. Donc, la patrie aussi est racine de joie. C'était une réflexion que déjà faisait Aristote, et nous pouvons la perfectionner dans la perspective de saint Thomas, comme dans la patrie céleste, les saints sont perfusi gaudium, pleins de joie, perfus de joie, et ainsi dans la patrie terrestre, la patrie est source de joie dans les relations sociales ordonnées, ça c'est clair, dans les relations sociales de l'amitié politique, dans le sens d'Aristote, dans le sens de saint Thomas. Patria et pietas. Là, nous allons dire quelque chose sur la vertu de la pietas. Qu'est-ce que veut dire pietas?
C'est une vertu qui est par potentiel de la vertu de la justice. C'est la vertu que nous indique les devoirs de justice envers Dieu, les parents et la patrie. Et dans quelque chose vont à se réaliser ces devoirs. Dans le devoir de remercier, honorer, révérer Dieu, les parents et la patrie. Saint Thomas écrit Exhibere cultum parentibus et patriae. Et il faut rendre du culte aux parents et à la patrie. Les devoirs de justice qui sont objet de la vertu de la pietas sont d'une justice qui ne sera jamais satisfaite pleinement. Nous ne pouvons jamais arriver à satisfaire pleinement la dette que nous avons envers Dieu, parce que Dieu est le principe de notre être, de notre vie et de tous les biens que nous avons. Et donc, la dette de gratitude aussi pour les avantages que nous avons reçus et pour la dignité, dans le sens de Saint Thomas, de Dieu, des parents et de la patrie. Donc, la dette de justice est inextinguible envers Dieu, les parents et la patrie, parce que tant sont les avantages que nous avons reçus, et Saint Thomas dit l'être, la vie, et aussi l'éducation, et pouvons ajouter la civilisation, les conditions du perfectionnement. Donc, l'hommage et l'honneur et la gratitude due aux parents s'extendent naturellement à la patrie. C'est ça que dit explicitement Saint Thomas, pietas quest ad parentes et conjunctos sanguine vel patria, à la patrie. Donc, il s'agit d'un culte. Mais qu'est-ce que veut dire rendre du culte aux parents et à la patrie? Bon, le culte est avant tout en prendre soin, en prêter attention, à traiter avec soin, à être au service, à rendre honneur, à rendre révérence à Dieu, aux parents et à la patrie. Ça, c'est une chose pleinement conforme à la nature humaine, à ce qu'est l'humanité dans une signification métaphysique. Donc, la dette de gratitude vers la patrie, elle découle de l'être la patrie, Saint Thomas écrit, nostri principium esse et governationis, notre principe de l'être et du gouvernement dans la signification, ça c'est clair, métaphysique de Saint Thomas. Nostri principium est secondaire, respect à Dieu. Et c'est pour ça que la patrie est l'objet d'un certain culte, vénération donc, qui est dans un ordre. L'amour est ordonné, toujours doit être ordonné. Donc, l'ordre ontologique est le fondement de l'ordre moral, de l'ordre axiologique et de l'ordre de l'appréciation donc et de l'ordre des devoirs. Avant tout, il y a les devoirs vers Dieu qui sont la mesure et le critérium de tout autre devoir. Et puis, il y a les devoirs
envers les parents, et puis au troisième point, nous avons les devoirs envers la patrie. Les devoirs envers la patrie, saint Thomas va le souligner, ça c'est clair, ils sont selon les préceptes du décalogue. Il n'y a pas de devoir contre les préceptes du décalogue, ça c'est clair. Les devoirs, troisième point, les devoirs envers la patrie. On peut dire que les devoirs envers la patrie sont de trois types, ou de trois ordres. Il y a avant tout la fidelitas, la fidélité. Mais quelle fidélité? Fidelitas in bono, fidelitas in justitia, c'est-à-dire la fidélité selon le bien, parce que sans le bien, il n'y a pas de fidélité, il y a de complicité. Et la différence est très claire entre la fidélité et la complicité. La complicité dans le mal et la fidélité dans le bien. Donc, fidelitas in bono, fidelitas in justitia. Deuxièmement, il y a le devoir de la tuitio, c'est-à-dire de la défense, de la cura, c'est-à-dire de se prendre soin de la patrie. Troisièmement, il a le devoir de la dilectio, c'est-à-dire de l'amour envers la patrie, d'un amour, nous avons le souligné encore une fois, d'un amour ordonné. Avant tout, je parlais avant de devoirs selon le bien, selon la justice. Donc, les devoirs envers la patrie sont devoirs de justice. C'est-à-dire sont devoirs qui nous devons obligatoirement, du point de vue moral, prêter à la patrie. La justice, comme chacun sait, est la vertu qui va régler les rapports, les relations ad alterum, envers les autres, et qui va régler toutes les relations avec les autres. La vertu de la justice concerne le debitum, le dû, et la mesure de la justice est le dû, c'est-à-dire est dans les choses, et dans la chose due, qui est la mesure du devoir. Le dû est la mesure du devoir, pas à l'inverse. Donc, la mesure de la vertu de la justice est objective. Le sum, le bonum alterius, le bien de l'autre. Et la mesure est le medium rei. On va le chercher dans les choses. Donc, la fidélité que chacun doit à la patrie est une fidélité selon l'ordre de la justice, selon l'ordre du bien, jamais contre la justice, jamais avec une prétention d'être justifié par soi-même. La patrie ne se justifie par soi-même, se justifie seulement dans l'ordre du bien. Et l'ordre du bien qui donne à la patrie, nous pouvons dire, l'autorité, la capacité de nous demander des choses, de nous obliger à des choses. Mais selon l'ordre du bien, pas du tout contre l'ordre du bien. Donc, le juste est la mesure objective des devoirs envers la patrie. Non, la patrie est la mesure du juste. Le juste est la mesure des devoirs envers la patrie. Au-delà ou contre l'ordre du bien, l'ordre du juste, il n'y a pas de devoir envers la patrie. Tuitio. Qu'est-ce que signifie la défense? Chacun a le devoir
selon sa place dans la cité, ça c'est clair, et de défendre la patrie, de la défendre, ça c'est clair, contre les ennemis extérieurs, mais nous devrons dire surtout, avant tout, contre les ennemis intérieurs, qui sont les pires, comme chacun sait. Donc, à ce sujet-là, nous pouvons indiquer deux textes de référence dans les textes de Saint Thomas, où Saint Thomas parle du cas de la restitution, où Saint Thomas parle encore du cas de l'aumône. Qu'est-ce que dit Saint Thomas à propos de la restitution? Si quelqu'un garde quelque chose, doit la reconsigner au propriétaire, oui, mais s'il il doit la consigner, il doit la restituer, mais il ne doit pas la restituer si la chose va être utilisée contre le propriétaire même, contre d'autres ou contre la patrie. Ad impugnandam patriam. Donc, on doit restituer pas la chose si la chose va être utilisée contre la patrie. Le problème, l'indication sur l'aumône. Saint Thomas dit qu'il est interdit faire de l'aumône avec un bien sans lequel un certain sujet ne peut pas vivre. Ne peut pas vivre. À moins qu'on se traite du cas dans lequel, en se privant d'un certain bien, on l'offre pour une personne qualifiée qui est de soutien pour l'Église ou pour la patrie. Dans ce cas-là, est un acte vertueux, s'exposer au danger de mort. Et donc, n'est pas un acte contre la vertu, est un acte vertueux, s'exposer au danger de mort pour la patrie. Je vais ajouter, pardonnez-moi, pour la vraie patrie. Troisièmement, dilection. Bon, il faut avoir l'amour pour la patrie, ça c'est clair, être bénévolus, vouloir du bien à la patrie. La charité est ordonnée, Saint Thomas dit qu'elle n'est moins ordonnée que la petite naturelle. Donc, nous devons avoir un amour de charité plus fort quant à l'objet pour les saints, pour les hommes vertueux, pour les bons. Parce que nous devons désirer pour eux un bien plus grand. Mais nous devons avoir un amour plus intense. Nous devons les aimer plus intensement. Nous devons aimer plus intensement propinquiores, celui qui sont plus proches. Et donc, les parents et la patrie. Et surtout, celui qui sont à l'origine de nous, de façon que notre origine ne se peut pas séparer de eux. Donc, nous devons les aimer plus intensément, nous devons aimer plus intensément les proches, les parents, les proches et la patrie, et nous devons les aimer et nous les aimons de diverses façons. Et donc, de diverses façons, selon les liens qui nous unissent à eux. Et l'étranger, bon, s'il y a un étranger, Saint Thomas le dit dans Prima Seconde, la question 105, l'article 3e. Et l'étranger, bon, bref, l'étranger peut être accepté s'il a amour vrai et seulement après un certain temps, s'il a un vrai amour pour la nouvelle patrie,
amorem firmatum. Amorem firmatum. Donc, toutes les vertus morales, toutes les vertus théologales sont ordonnées à l'amour de Dieu et du prochain et à la pureté de l'esprit comme à leur fin. Et c'est pour ça que aussi l'amour de la patrie est ordonné à l'amour de Dieu. Si l'amour de la patrie se pose devant à l'amour de Dieu, n'est pas ordonné, n'est pas authentique. Où est l'unité de la patrie? Et puis nous verrons au deuxième et dernier point. L'unité de la patrie est unitio, n'est pas concretio. Nous devons dire l'union de la patrie, l'unité de la patrie n'est pas unité, est union. N'est pas un assemblage, n'est pas une unité, comme une unité substantielle, mais une union. Et ça explique beaucoup du caractère de la patrie. Dernier point. Patria et auctoritas. La patrie et l'autorité. Donc, la patrie terrestre est quelque chose de naturel. C'est-à-dire qui est inscrit dans la nature humaine, inscrit dans la nature de la famille, inscrit dans la nature de l'être humain comme être naturaliter, Saint Thomas dit, domesticus, sociale et politicus. Naturellement, un être familial, nous pouvons dire, un être social et un être politique, ensemble. Donc, la patrie est une réalité naturelle, comme naturelle est la famille. La patrie est une extension de la famille. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'une famille de familles. C'est ça la patrie. Une famille de familles qui habite, qui est placée dans un déterminat lieu et qui est spécifiée dans l'histoire par une tradition. Parce que le traditionnel est perfection du naturel. Donc, le naturel perfectionné dans le temps est le traditionnel. Et le traditionnel dans une signification propre, dans une signification axiologique. Donc, la patrie est dans l'histoire, oui, ça c'est certain. La patrie est quelque chose d'historique, mais est historique non comme dans la perspective historiciste, non, est historique en tant qu'elle est naturelle. Donc, il faut de l'autorité pour la patrie, mais bien sûr, mais c'est clair, la patrie est, d'une certaine façon, engendrée et gardée par une autorité naturelle. L'autorité est naturelle dans la patrie. Il n'y a pas de patrie sans autorité. Sans autorité, il n'y a pas de patrie, et il n'y a pas de patrie sans autorité. Naturellement, c'est-à-dire dans les choses, dans la réalité, l'autorité de la patrie et dans la patrie est légitimée, a une légitimité d'origine naturelle, est une extension de la paternité et a la légitimité de l'exercice dans la fidélité, dans la loyauté à sa tâche. Si elle est vraie autorité, elle est autorité légitime. Et quand est que l'autorité est vraie autorité? Quand elle conduit au bien, quand elle conduit au perfectionnement dans la vertu, quand elle conduit au perfectionnement qui porte à obtenir la fin dernière. Donc, la patrie a besoin de l'autoritas, mais bien sûr, et l'autorité dans la patrie est une extension du
pater, du pater familias. Donc, l'autorité n'est quelque chose d'extérieur à la patrie, est dans la patrie. L'autorité est ministérielle et est en même temps efficiente, respecte à la réalité de la patrie. Mais j'ai dit jusqu'à ce moment, et moi je continuerai à le dire, autorité, je ne dis pas pouvoir. C'est clair. La patrie ne s'identifie pas avec quel que soit arrangement politique. La patrie est différente de la Respublica et du Regnum. Je dis justement Respublica, je ne dis pas République. Pourquoi? Mais la République, dans la signification moderne, est une forme d'État, n'est pas une forme de gouvernement. Et la Respublica, dans la signification classique, qui est une forme de gouvernement. Donc, il y a une différence à établir et à marquer, je dirais. La différence entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité doit avoir la potestas, c'est-à-dire le pouvoir ordonné. Ordonné au bien commun, ordonné au bien du bonum vivere, ou de la vie vertueuse. Mais dans la modernité, il n'y a plus d'autorité. Dans la modernité, il n'y a plus d'autorité. Et dans la pensée de la modernité, ça c'est clair, c'est-à-dire de l'immanentisme moderne, c'est-à-dire du subjectivisme, du naturalisme moderne, il y a seulement le pouvoir qui a la prétention d'être la mesure à soi-même, le pouvoir sécularisé, le pouvoir donc comme potestas est régulier par l'autorité, mais ne s'identifie pas avec l'autorité. Dans les régimes modernes, il reste seulement le pouvoir. Enfin, donc, la patrie n'est pas l'État. Il y a une différence très claire. La patrie ne coïncide pas avec un pouvoir institutionnalisé. Et c'est pour ça que n'est pas un État, je dis État, dans la signification moderne, dans la signification de Hobbes et de Rousseau. C'est clair. Dans la signification du droit public moderne qui découle de Hobbes et de Rousseau. La patrie, encore, ne s'identifie pas avec une idéologie. Ce n'est pas une idéologie, c'est une réalité. C'est pour ça que nous devons réfléchir et bien comprendre la distinction entre la patrie réelle et la patrie artificielle. La distinction qui a été proposée d'un point de vue historique, mais qui avant est une distinction de caractère philosophique. On disait que dans un certain moment historique, on disait que la patrie était en péril. Non, la révolution était en péril. Simplement la révolution était en péril. Donc, il y a la patrie réelle qui est, si nous voulons employer des termes allemands, qui est Vaterland, Heimat, la terre des pères. Donc, la patrie est un lieu de l'âme, ou si vous voulez, un âme d'un lieu. Donc, la patrie vraie est la patrie réelle, étant donné historique, avec fondement naturel. La patrie théologique, non. La patrie théologique est quelque chose d'idéologique, et une représentation est
une théorie qui veut devenir praxis, que devenir pratique, est un programme, est une opinion. Il y a un abîme entre la patrie vraie et la patrie fausse, ou la patrie réelle et la patrie des idéologies de la modernité. Encore plus, nous pouvons dire de la différence entre la patrie et la nation dans les trois significations de la nation dans sa conception, dans la perspective de la modernité. Donc, en conclusion, nous pouvons nous demander, le mondialisme est la négation plus radicale de la patrie? Oui, nous pouvons répondre oui, bien sûr, mais est la négation de la patrie réelle, de la patrie de la tradition, de la patrie des pères, de la patrie de la vraie famille, n'est pas la négation de la patrie de la révolution. Non. Et deuxièmement, nous pouvons répondre non, n'est pas la négation de la patrie, de la nation et de l'État de la modernité. La patrie, la nation et l'État de la modernité sont la préparation au mondialisme. La préparation, ce qui précède et ce qui va à se suicider, ou déjà s'est suicidé, sous nos yeux, devant le mondialisme. La patrie de la révolution est une mystification de la patrie de la tradition, de la patrie réelle. Seulement la patrie authentique est alternative réelle au mondialisme. Non la patrie de l'idéologie, non la patrie d'un parti au pouvoir, d'un programme à réaliser, et non l'État qui est légitimé par le pouvoir procédural, institutionnalisé. Donc, où se trouve la patrie? La patrie terrestre, la patrie naturelle. Bon, elle se trouve où sont les pères, où sont les parents, où sont les ancêtres, vivants ou enterrés, vivants ou morts. Où se trouve la patrie? Où vive la famille, notre famille. Où se trouve la patrie? Où est l'héritage reçu qui reste l'héritage perfectionnatrice d'un point de vue intellectuel, moral, civil. Bref, où se trouve la patrie? Où est la tradition? La vraie civilisation qui est portée par et apportée par la tradition. Où se trouve enfin la patrie? Se trouve où il y a une image de la patrie céleste. Saint Thomas dit qu'on doit aimer la patrie, plus la patrie est vertueuse. Plus elle est selon la vertu, plus elle vit selon la vertu, et plus mérite d'être aimée. Ça, c'est clair que la patrie ne se trouve pas où la famille est niée, offensée, obstaculée, démolie, où la tradition est niée, offensée, démolie. Peut mourir un État. Oui, déjà le problème le posait Rousseau. Et il disait, oui, un État peut mourir. Ça c'est clair, un État dans la signification moderne, pas l'autorité politique. L'autorité politique est naturelle. L'État moderne n'est pas naturel, est un produit d'une construction. Donc, pour mourir un État, oui, mais la patrie ne meurt pas. Un État peut se suicider, la patrie peut être retrouvée et aimée.
C'est pour ça que le futur est de la patrie. Merci pour votre attention.